d'emploi. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Je suis Kamissa Traoré, à mes côtés ma co-animatrice Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour Kamissa. Ça va bien? Je vais très bien. Super. Cette semaine, notre intérêt s'est porté sur les cliniques privées et les recrutements au Mali. À cet effet, nous recevons Dr Konaté, directeur adjoint de l'hôpital Golden Life, et M. Kouma Gassiré, diplômé d'un doctorat en médecine. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Comme vous le savez, cette émission est composée de 4 rubriques. La première est la discussion avec notre invité du jour, Dr Konaté. Nous aurons ensuite la question de la semaine adressée à Dr Konaté. Notre troisième rubrique s'intitule le débat du jour qui se fera avec nos deux invités sur le plateau. Et pour finir, nous vous donnerons quelques astuces sur comment rédiger un CV efficace. Sans plus tarder, nous commençons avec la discussion avec l'invité. Ok, merci Kamissa. Bonjour Dr Konaté. Merci beaucoup, bonjour. Comment vous allez? Sandrine, oui, ça va. Ah, ça super. Va bien. Ok, qui est le docteur Konaté? Ah, docteur Konaté. Mais je suis la CENI Konaté, je suis médecin. D'accord. À la retraite maintenant. J'ai été médecin-chef du cercle à Gourmand-Rousse en 1979. Okay. Ensuite, j'ai été médecin-chef du centre de santé. À l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait, centre de santé du cercle de sang. D'accord. Et de là, je suis allé en formation. Donc, j'ai fait santé publique à l'Institut d'Anvers. Okay. Et au retour, j'ai été affecté à la direction régionale de la santé à Sikasso. Okay. J'étais chef de la division épidémiologie là-bas. Et de là, j'ai été faire le cours de gestion des services de santé au CESAC de Dakar. Okay. 2 ans. Et à mon retour, j'étais à la chef de section à la direction nationale de la santé. Okay. Après, j'ai été directeur national de la santé pendant à peu près 4 ans. Puis après, directeur national, conseiller technique du ministre. Et puis après, c'était inspecteur en chef de la santé. Okay. C'est là que je suis resté longtemps, quand même 8 années. Et puis secrétaire général du ministère de la Santé pendant presque 2 ans. Après, j'étais à la directeur général de Gabriel Touré. Okay. Et j'ai pris la retraite au comité, comme conseiller du comité national d'éthique pour la santé et les sciences de la vie. D'accord. Ah, vraiment, c'est un parcours très enrichissant. Hein. Nous, ça nous donne, ça nous booste aussi. On se dit qu'un jour, on va arriver peut-être au stade de monsieur. Peut-être même faire mieux. On ne sait jamais. C'est possible. D'accord. Oui, ok. Docteur Konaté, on sait tous que le secteur médical est un secteur un peu particulier. Donc, on voudrait savoir comment est-ce que se passent les recrutements dans les cliniques privées. Bon, je ne pourrais peut-être pas parler de toutes les cliniques privées, mais quand même, je connais un tout petit peu ce qui se passe à Golden Life. D'accord. Et lorsqu'on a besoin de personnel, que ce soit des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, on fait un appel à candidature. D'accord. Donc on publie une note par rapport à ça et il y a un délai. Donc pendant ce délai, les candidats potentiels amènent le dossier demandé. Okay. Il y a au moins le diplôme et puis le CV éventuellement. Et donc sur cette base-là, surtout pour les infirmiers, les sages-femmes, il y a un test. Okay. Avec le résultat du test maintenant, un test verbal, oral, et puis avec le résultat du test maintenant, il y a des interviews pour savoir exactement ce qu'on peut attendre de celui qui va éventuellement être collaborateur. Et puis après, maintenant, il y a, une fois qu'une personne est retenue, il y a donc, si vous voulez, un contrat de stage, on appelle ça comme ça, un contrat de stage. C'est entre 1 mois et 3 mois. Donc la personne est là et donc on procède à une socialisation, si vous voulez. La socialisation, c'est un processus par lequel le nouvel arrivant apprend un tout petit peu, on lui montre un tout petit peu les valeurs de la maison.
et les bonnes pratiques professionnelles, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Notamment, par exemple, on a une tenue pour le personnel. Dès que vous arrivez au service, c'est la tenue là que vous portez. Par exemple, il n'est pas autorisé de téléphoner pendant les heures de service, sauf peut-être à la pause, puisque la pause est prévue là-bas. Donc si vous êtes au resto, c'est ouvert, mais pendant que vous êtes dans les pavillons, ce n'est pas autorisé de téléphoner. Ce n'est pas autorisé de fumer non plus dans l'enceinte même de l'hôpital. Donc des choses comme ça. Et donc le contrat court pendant 1 mois ou 3 mois. Et puis à la fin maintenant, ça c'est le contrat de stage. À la fin maintenant, il y a un contrat de travail pour 1 année. Mais qui peut être renouvelé. Mais la pratique a montré que souvent les gens partent, ou bien ils sont là pour plus d'1 année, ou bien ils partent avant 1 année. Mais dans tous les cas, dans le contrat, il est prévu que si vous voulez partir, par exemple, vous faites un préavis de 1 mois. Pour dire, bon, d'ici telle période, moi je souhaite quitter votre établissement. Voilà. D'accord. Donc très souvent, les médecins ne durent pas. Vous avez dit que souvent, avant les 1 année même, ils partent. Il y en a qui partent. Mais qu'est-ce qui fait ça? Bon, en fait, les gens, on est très habitués à la fonction publique. Et ça nous cause d'ailleurs quelques petits soucis, parce qu'on prend les gens, on recrute des gens, on les forme, et puis après ils partent. On recrute encore, on forme, après ils partent. Parce que les gens ont beaucoup plus de soucis pour la stabilité de l'emploi. Une fois que vous êtes dans la fonction publique, c'est ad vitam aeternam. Dans le privé, je vois une question par rapport à ça. Dans le privé, ce n'est pas forcément comme ça. Donc, quelquefois aussi, on a vu, surtout avec les médecins, si vous avez un médecin spécialiste, la première occasion qui arrive, il va se présenter comme candidat pour être enseignant ou pour aller simplement dans la fonction publique. Et souvent, ils partent comme ça, après ils reviennent pour avoir des vacations. Donc c'est un peu compliqué. D'accord. Ok. C'est bien noté. Ok, docteur Konaté. Comme je le disais tout à l'heure, je dis que le secteur médical, c'est un secteur qui est vraiment très particulier. Et on sait aussi que c'est un secteur où la moindre erreur peut être fatale. Comment vous arrivez à être convaincu que vous recrutez les personnes qualifiées pour exercer dans les cliniques privées? Le minimum, c'est on vérifie les diplômes. Par exemple, le tout premier recrutement qu'on a fait, on a vu qu'il y avait des faux diplômes. D'accord. Donc la personne amène une copie de son diplôme et nous partons à l'institut, puisque c'est eux qui délivrent les diplômes en fait. Disons, c'est le programme de l'institut qui est comment on appelle, l'étalon, le programme de formation étalon. Donc on demande les diplômes et on va là-bas pour vérifier, puisqu'eux ils ont un listing de tous les sortants, de tous les diplômes. Donc eux ils vérifient, une fois que c'est bon, c'est bon. Donc sur cette base déjà, je pense on considère qu'il y a un prérequis. Et en même temps, il y a la formation de socialisation que nous faisons. Donc pour expliquer un tout petit peu qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc. Naturellement, tout ça est basé sur la volonté, sur le code de déontologie et l'éthique, l'éthique de la profession, des professions médicales. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et maintenant, une fois que les gens, les infirmiers surtout, sont recrutés, ils ont un tuteur. Il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper pour, si vous voulez, leur mettre un tout petit peu bien le pied à l'étrier par rapport au déroulement des opérations dans la maison. Pour les médecins, eux, c'est un peu plus libre. D'accord. Docteur Konaté, nous remarquons que souvent le secteur médical est déficitaire en termes de spécialistes. Et parce que souvent, quand vous avez besoin des soins, vous partez dans les cliniques ou bien dans les hôpitaux même. Souvent, il faut prendre les rendez-vous pour 1 semaine ou bien pour 2 semaines. Mais qu'est-ce qui explique cela?
Dans les cliniques ou bien... Dans les cliniques. Dans les cliniques privées surtout. Chez nous, il n'y a pas tellement de rendez-vous. Hein. Vous partez tous les jours entre 8h et 13h le jour ouvrable. Et disons, du lundi au vendredi. Et le samedi, entre 8h et entre 9h et 13h. L'après-midi, le samedi, le travail s'arrête à 15h, mais les autres jours, le travail s'arrête à 17h. Oui. Donc, chez nous, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de rendez-vous. Oui, mais ça c'est le cas de Golden Life. Oui. Mais en général, comme vous avez dit que vous avez fait dans votre parcours, nous venons de voir que vous avez fait beaucoup d'endroits, par exemple. Est-ce que dans d'autres endroits, il n'y a pas eu... ça c'est surtout peut-être dans les hôpitaux privés, dans les hôpitaux publics. Ok. Voilà, comme vous avez dit, effectivement, du fait du nombre relativement peu élevé des spécialistes, bon, bien que quand même maintenant c'est un peu mieux qu'avant. Du fait de ce nombre relativement réduit des spécialistes, c'est vrai qu'il peut y avoir des délais. Mais bon, est-ce que les gens y mettent aussi la volonté? Parce que si on a la volonté, on peut s'organiser pour... Et quelquefois, et ça c'est un gros problème au Mali, quelquefois les spécialistes préfèrent donner des rendez-vous dans les établissements privés. Oui. Ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. On peut en débattre pendant des heures. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Sinon, les gens, vraiment, je pense qu'ils ont la volonté. Vu que vous êtes, et la personne est malade, il a besoin de soins. Donc, et la personne va vraiment se mobiliser, mettre tout en œuvre pour rencontrer les spécialistes en question. Mais vous allez voir souvent qu'on donne des faux rendez-vous, ou bien même... Oui, c'est ça. Ouais. Ou bien même le spécialiste vous donne, comme le docteur Konaté vient de le dire, le spécialiste préfère vous donner rendez-vous directement, par exemple, dans sa clinique, où bon, là, tu vas payer un peu plus cher que dans l'hôpital public, par exemple. Quoi. Donc ça, c'est un fait aussi qui est très récurrent, surtout. on peut en parler pendant des heures. Ah, d'accord. D'accord. Okay. Donc, docteur Konaté, pouvez-vous nous dire quels sont les avantages de travailler dans votre secteur? Dans le privé, bon, il y a le fait que l'avantage, c'est, en fait, les salaires sont à peu près fixés en fonction du code du travail. Bon, peut-être que dans le privé, le salaire peut être un peu plus élevé que dans le public. En plus, en tout cas chez nous, à Golden Life, on a quelques éléments qui sont sélectionnés et pour lesquels d'ailleurs on a payé une formation un peu plus avancée. Par exemple, infirmier d'État qui veut se spécialiser en anesthésie ou bien qui veut se spécialiser par exemple en ophtalmologie, etc. Des choses comme ça. Oui. Ça, il nous arrive de le faire, donc ça peut être un avantage aussi. Même si, a priori, dans le secteur public, ces avantages-là sont beaucoup plus... Parce qu'ils ont beaucoup plus de possibilités de faire des formations. Donc ça, c'est... bon, maintenant, comme inconvénient, je ne sais pas s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, parce que quand même, on est contrôlé. Par exemple, à Golden Life, dès que vous arrivez... Il n'y a pas une liste de contrôle, mais vous avez votre carte là, vous mettez sur la machine. D'accord. À l'entrée, vous faites ça, et à la sortie, vous faites ça. Et donc, votre temps de présence est calculé en fonction automatiquement. Et le salaire, en fin de mois, en fonction de ça. En fonction de ça. Le temps de présence que vous avez, des prestations que vous avez données, etc. D'accord, si je comprends bien, il n'y a pas d'inconvénient d'exercer votre métier. Si, non, tous les métiers, dans tous les métiers, il y a des inconvénients. Et dans le privé ou dans le public, maintenant, ça dépend. Dans tous les cas, la personne qui commence, par exemple, à un moment donné, peut changer. Si vous êtes dans la fonction publique, à un moment donné, vous pouvez vous mettre en disponibilité pour aller faire autre chose. Dans le privé, comme je vous disais tout à l'heure, on a un contrat. Si vous trouvez mieux, ben vous dites, bon, voilà, d'ici telle période, moi, je voudrais partir.
Mais ce que la loi n'accepte pas quand même, c'est de partir comme ça, à l'improviste, sans informer parce que la personne, comme je vous disais, chez nous, on investit un tout petit peu dans la personne, on vous donne une formation, etc. Oui. Et le temps de vous remplacer, quand même, il est éthiquement conseillé quand même que vous puissiez, que vous informiez l'établissement, les responsables de l'établissement pour dire que, bon, à telle période-là, moi je voudrais quitter. Mais on ne peut pas empêcher les gens de partir. Oui, c'est vrai. Aussi bien dans la fonction publique que dans le privé. Oui, ok. D'accord, merci Dr Konaté. Nous passons maintenant à la question de la semaine, c'est juste après les jingles avec Sandrine. Ok, docteur Konaté, on revient encore vers vous. Oui. Donc, nous avons la question de la semaine qui a été posée par une candidate qui est diplômée, qui a un DUT en santé. Elle dit, beaucoup de cliniques prennent des stagiaires sur une longue période sans les titulariser après. Est-ce que cela n'est pas finalement une exploitation? Absolument, oui. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Je vous ai expliqué, nous, vous avez un contrat de stage. Oui. 1 mois. C'est entre 1 et 3 mois. Ça ne dépasse pas. Je crois que c'est la fourchette qui est prévue dans la loi. D'accord. C'est entre 1 et 3 mois. Et puis au-delà maintenant, une fois que les 3 mois sont terminés, ou c'est concluant, on reste ensemble, donc on vous donne un contrat. D'accord. Ou bon, si ce n'est pas concluant, on peut se séparer. Maintenant, employer sans payer éthiquement, c'est vraiment, ça c'est de l'exploitation. Ouais. Ok, mais c'est vrai qu'il y a des cliniques qui, probablement, le font, oui. Probablement, mais pas chez nous. Qui le font, pas chez vous. Mais donc, qu'est-ce que doivent faire, par exemple, ces personnes? Par exemple, cette candidate qui se trouve dans ce cas de figure. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un papier. D'accord. Quand vous arrivez, on vous donne un papier, on vous dit, bon, vous êtes là pour tant. Autrement, si vous restez, moi j'ai vécu ça à Gabriel Touré, il y a plein de bénévoles. Oui. Alors que la loi interdit l'emploi de bénévoles. Ah bon? Oui. Si vous employez quelqu'un, il y a un salaire qui doit être là à côté. Maintenant, on peut faire un stage, on peut appeler ça stage de formation ou stage je ne sais pas, de socialisation. Même pendant ce temps, idéalement, la personne doit avoir un petit quelque chose pour faire ses déplacements, aller à la maison, revenir, ne serait-ce que ça. Okay. Déjà, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Donc, autrement, on exploite vraiment la personne. Donc, parce qu'en fait, chaque personne doit être considérée en tant que telle, de façon intrinsèque, comme une personne, mais pas simplement comme un moyen. On vous utilise comme moyen, la loi autorise ça, la morale autorise ça, mais en même temps qu'on vous utilise comme moyen, on vous traite comme une fin. Parce que vous êtes une personne et donc vous avez droit à un certain respect, à des égards, etc., des choses, etc. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, docteur Konaté. Merci beaucoup. Ok, donc nous passons maintenant au débat du jour. C'est juste après le jingle. D'accord. Bonjour, M. Kouma. Bonjour. Vous êtes resté longtemps sans parler. Oui. Oui, je voyais, il avait vraiment envie d'intervenir. Oui, quand on a un maître devant soi, il faut d'abord attendre que le maître finisse avant de s'exprimer. D'accord, c'est bien. Donc, pouvez-vous vous présenter un peu? D'accord, donc je suis docteur Kouma Gassiré, à l'état civil, marié. Père d'un enfant, diplômé en doctorat en médecine générale. D'accord. Depuis 1 an maintenant. Oui, depuis 1 année. Et aussi président d'un grand nombre d'associations de jeunes, notamment dans le cadre du Rotary. Je suis le président du Rotary Club Bamako Amitié. J'ai été secrétaire général aussi d'une coordination de 27 associations de jeunes pendant mon cursus. D'accord. Et voilà. D'accord, c'est bien. Donc vous êtes diplômé, ça fait 1 année maintenant. Ça fait 1 année. Donc vous êtes en quête d'emploi, c'est ça? Oui.
Cela fait comme... d'accord. Une année. Une année, oui, effectivement. Donc, quelles actions menez-vous pour trouver cet emploi? Alors, le domaine de la santé est un peu différent des autres domaines de formation. Ok. Donc, comme mon prédécesseur, Dr Konaté, vient de le dire, généralement, les offres d'emploi sont soumises sur le site internet, à travers les réseaux sociaux aussi. Donc, je suis toujours à l'affût de ces réseaux sociaux, notamment des réseaux comme LinkedIn, comme Malibara, comme l'ANP. Il y a plein d'autres, même sur Facebook, il y a Job Santé aussi. Il y a aussi les ONG qui, à travers ces différents canaux, postent les différentes offres d'emploi. D'accord. Et moi, il y a aussi dans les journaux officiels, les presse écrites aussi. Il y a des parties spécialement dédiées aux offres d'emploi. Donc, moi, je feuille un peu toujours ces parties sur le net, à travers les amis aussi. D'accord. Et s'il y a des possibilités d'offres d'emploi qui sont accessibles à mon niveau, j'opte. D'accord. Voilà un peu ce que j'ai fait en attendant. Ok, d'accord. Est-ce que déjà vous avez vécu des difficultés? Est-ce que vous vivez même des difficultés vu que vous êtes toujours en quête d'emploi? Est-ce que vous vivez des difficultés dans votre quête d'emploi? Oui. Si oui, lesquelles? Les difficultés sont vraiment énormes. Parce que imaginez, l'étude de la médecine, actuellement c'est 8 ans après le bac. Oui. Donc, et les médecins en général, à 90% je dirais, sont des lycéens qui étaient les élites. Ok. Donc, tu défies la médecine pour aller faire 8 ans. D'abord, la première difficulté, c'est que déjà depuis 3 ans, tu vois que d'autres amis que tu coiffais dans la vie scolaire ont déjà fini avec leur cursus et ont commencé à travailler, commencent à gagner. Et toi, tu vois le long chemin qui te reste encore à faire. Ouais. Donc, déjà, depuis à partir de la 3e année, déjà, les étudiants de la médecine sont un peu frustrés. Et depuis la première année de médecine, déjà dans le quartier, on va commencer à taper les docteurs. Un parent qui a des maux de tête. Ah, docteur, j'ai mal à la tête. Il me faut des cachets. Oui. Alors que le médecin, il faut lui-même, il achète les médicaments. Ça, c'est au niveau social. Oui. Alors, je me suis marié aussi avant de finir un peu avec le cursus universitaire. D'accord. Je suis marié, père d'une fille qui a 2 ans. Ok. Donc, il y a la charge du foyer. Ok. Il y a ta femme que tu dois prendre en charge. Il y a l'enfant aussi. Il y a les parents aussi qui ont investi en toi. Parce que 8 ans d'investissement, on s'attend tout de suite à ce qu'à la fin, directement, celui-là, il puisse nous... Être productif. Être productif. Oui. Et déjà, à la fin de ton cursus, les parents vont maintenant compter sur toi. Oui. Et l'étudiant qui vient de finir la phase de doctorat va voir que lui, il n'a encore rien fait. Un doctorat, c'est un grand diplôme dans les autres domaines. Mais dans le domaine de la santé, c'est juste le tout début. Oui. Ça, c'est des difficultés qui sont liées au niveau du cursus scolaire et universitaire. Mais la plus grande difficulté, surtout, c'est que tu fais tout ce temps, les cliniques privées, avec ton diplôme de doctorat en médecine générale, payent assez mal. Ils ne payent pas aussi bien comme, comme les médecins l'espèrent. En général, au niveau de Bamako surtout, les cliniques vont toujours payer souvent au-dessus même de ce que la fonction publique donne. Et toi, qui t'attendais à prendre ta famille en charge, ayant vu de gauche à droite, confronté à des mensualités qui te donnent des larmes aux yeux, tu vas finalement finir par opter pour une situation en attendant. Oui.
et dans l'optique aussi de gagner un peu pour aller te spécialiser, tout en espérant qu'étant spécialiste, tu vas gagner beaucoup plus. Et là, on ne sait pas ce qui nous attend encore. Voilà un peu beaucoup des difficultés personnelles que j'ai vécues et beaucoup d'étudiants et de docteurs en médecine vivent actuellement. D'accord. Voilà un peu. Ok. Donc, docteur Konaté, oui, vous avez écouté avec nous les difficultés de docteur. L'autre docteur, comment c'est ça? Donc, que pensez-vous de ces difficultés-là? Bon, ce qu'il a dit, c'est une réalité, mais c'est peut-être le problème de la formation universitaire. Vous avez bien dit, hein, ceux qui font un cycle court, la formation professionnelle, ceux qui font les SICA ou des écoles comme ça, ils sortent avant, ils ont plus de chances de gagner du travail avant. Et dans la fonction publique même, on recrute plus ces catégories-là, par exemple, que les médecins. Donc ça, c'est une réalité. Et malheureusement, ou je ne sais pas, heureusement, les jeunes veulent pousser le plus loin possible avant de commencer à travailler. La situation est peut-être même un peu plus grave encore dans d'autres secteurs que dans la santé. Parce que les sortants de l'ENA, ou enfin pas de l'ENA, les FSJ, non, c'est l'ENA. C'est l'ENA. ENA et FSJP, c'est pas évident. Vous devez faire un concours de magistrature, des magistrats, etc., des choses comme ça. Il y a beaucoup de candidats, il y a très peu qui vont être recrutés par rapport à ça. Donc, maintenant, la solution à ça, c'est les politiques qui devraient réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit utilisé. À un moment donné, je ne sais pas si ça continue, mais il me semble que ça doit continuer. Et pendant la transition de 1991, là, il y avait eu une ouverture pour les employeurs qui recrutent les jeunes. Recruter les jeunes avec certains avantages, je crois, bénéficier des moins d'impôts, des choses comme ça. Et c'est sur la base de ces contrats-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le contrat de stage là, que nous faisons. Nous offrons ce contrat de stage aux jeunes qu'on recrute. Donc ça, c'était pour encourager les employeurs à prendre les jeunes, etc. En plus, il y a là un peu aussi, comme vous avez dit, bon, ça veut dire qu'il faut aller souvent voir là-bas. Mais peut-être que la question mérite quand même d'être posée. Est-ce qu'il faut continuer à former les universitaires? Ou alors il faut, je ne sais pas, c'est ça. Comment faire pour créer des débouchés pour tous les universitaires, tous ceux qui sortent de l'université? Quelquefois, chez les médecins même, le problème se pose beaucoup. Parce qu'à un moment donné, on peut se retrouver avec beaucoup plus de médecins que d'infirmiers. Et ça pose problème. Alors que les infirmiers, le travail n'est pas le même que les médecins. Et puis eux, ils sont plus souvent en contact avec les patients que les médecins. Donc, c'est une question vraiment difficile. Et que bon, les politiques doivent réfléchir pour trouver une solution. D'accord. C'est peut-être facile à dire comme ça, mais en tout cas, il y a lieu de réfléchir. C'est vraiment un casse-tête. Moi, je suis parent, hein, mes enfants sont sortis. Mais trouver du travail, les parents investissent, ils mettent beaucoup d'argent. Et puis après, les enfants n'ont pas de boulot. C'est très, très compliqué. C'est dommage. Ouais. Oui. Donc, Monsieur Kouba, vous avez d'autres questions pour... Oui, c'est juste pour venir un peu en complément à Dr Konaté. D'accord. En fait, le grand problème, c'est que les jeunes universitaires sont dans la majorité des cas, ils ont une formation. D'accord. Mais ces formations sont directement axées sur leur profession. Moi, je dirais que nous manquons beaucoup de formation, surtout dans la gestion des carrières.
Secondo, aussi dans l'entrepreneuriat. Et en tertio, je dirais que nous manquons aussi comment je vais dire ça, nous manquons de sources de revenus. Parce que dans des pays développés, par exemple, ou même dans le domaine de la santé, par exemple, des pays comme le Maroc, quand on finit avec sa formation dans la santé, l'État vous propose déjà des options. Soit vous venez travailler dans le public, si vous voulez aller travailler dans le privé, déjà, on vous donne des fonds pour débuter dans les cliniques. Mais dans notre situation ici, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et un jeune médecin qui vient d'être soutenu, un docteur, la première des choses que les parents vont te dire, ah oui, il faut ouvrir une clinique, c'est là que tu vas gagner. Ce n'est pas toujours ouvrir une clinique qui doit être l'objectif principal, mais être productif, quel que soit le lieu où tu vas exercer. Et nous vivons la réalité actuellement, c'est que les cliniques, notamment au niveau de Bamako, sont sortis comme des champignons. En fait. Il y a beaucoup de cliniques à chaque coin de rue, on a des cliniques. Il y a trop de cliniques. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de politique pour aider ces médecins à se rassembler pour être encore plus productifs dans une synergie d'action? Parce que tout le monde veut gagner, mais maintenant, mettre en place des politiques pour permettre aussi aux autres de gagner plus. Au niveau du CHU Gabriel Touré, par exemple, que vous avez évoqué, le grand problème est là. Mais j'ai fait ma thèse à l'hôpital de Luxembourg, par exemple. La facilité là-bas, c'est quoi? C'est que les médecins sont payés en fonction de ce qu'ils font. Mais dans la fonction publique, il y a quelque chose de fixe qu'on te donne à la fin du mois. Et c'est ce qui pousse la majorité des médecins à aller vers les cliniques. Vous voyez un peu. Donc là, c'était quelques compléments que je voulais juste ajouter. D'accord, c'est bien noté. C'est bien. Par rapport au problème des cliniques, là, je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps. Le problème est vraiment, comme je disais, ça doit être posé au niveau politique. Je vous ai dit que j'ai été inspecteur. Il y a 15 ans. J'étais à l'inspection. Moi, j'ai fait le tour à l'époque, il y avait 120 établissements. Moi, j'ai fait le tour de tout. Et puis après, à un moment donné, nous, en tant qu'inspection, on a proposé au ministre, mais maintenant, il faut arrêter avec la création des cliniques. Parce qu'investir dans un hôpital, vous avez dit au début, c'est très, très compliqué. Et maintenant, on a les ordres professionnels. Logiquement, dans la loi, en tout cas dans l'esprit de la loi, ces ordres devraient réfléchir, éventuellement aller voir les banques, donner des garanties, on va regrouper les gens, et puis voilà, ils ouvrent un établissement, et puis voilà, il y a un suivi, etc. Malheureusement, pour le moment, c'est ça qui n'est pas fait. D'accord. Donc, j'espère qu'il y aura des actions qui seront initiées dans ce sens-là. Il faut espérer. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons aux astuces juste après les jingles. Ok, donc aujourd'hui, comme astuce, c'est comment rédiger un CV efficace pour ceux qui ont de l'expérience. Il y a quelques semaines de cela, on avait fait comment rédiger un CV quand on n'a pas du tout d'expérience, quand on vient de sortir de l'école. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu plus à ceux qui ont de l'expérience, mais qui ne savent toujours pas comment il faut faire leur CV. Donc, le premier point qu'on propose, c'est déjà avoir, ordonner et séparer les différentes parties requises du CV. Ça veut dire, déjà on sait que ces différentes rubriques qui constituent un CV. Nous avons la rubrique expérience professionnelle, formation, centre d'intérêt, même l'état civil pour vos informations personnelles et tout. Donc, ce sont ces différentes rubriques à regrouper qui constituent le CV. Donc, déjà, il faut prendre le soin d'avoir toutes ces différentes rubriques-là sur le CV. Ensuite, ordonner. Ordonner, déjà, on parle déjà, surtout pour ceux qui ont l'expérience, c'est de commencer déjà par les différentes expériences les plus récentes déjà et pour terminer par les expériences la moins récente. Et il faut commencer toujours par les expériences avant les formations parce que déjà c'est ça que le recruteur va s'intéresser. Donc il faut mettre les expériences d'abord avant de mettre vos formations.
Ensuite, séparer. Il y a certaines personnes qui mélangent un peu tout. C'est-à-dire, ils peuvent mettre formation dans expérience et vice-versa. Et aussi, quand ils ont fait des autres formations, par exemple, ils ont fait une formation en anglais, une formation en informatique, toutes ces formations-là se retrouvent aussi dans leur formation initiale, mais se retrouvent dans les expériences. Vraiment, prenez le soin de séparer les rubriques. Expérience professionnelle à part, formation à part, autre formation que vous avez suivie à part, centre d'intérêt à part. Vraiment, que ce soit vraiment clarifié, clair et net pour que ce soit facile aussi la lecture pour les recruteurs. Ensuite, adapter son CV en fonction du poste visé. Quand vous cherchez un poste, par exemple, ceux qui ont l'expérience, souvent, ils ont bougé un peu dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, ce n'est pas la peine de mettre toutes ces expériences sur votre CV. Par exemple, je prends par exemple le cas des médecins. Peut-être qu'ils ont été médecins, ils ont fait quelque chose avant d'être médecins. Si vous voulez évoluer dans le secteur de médecin, que vous voulez avoir un poste de médecin, vous n'allez pas mettre les expériences qui sont passées, qui n'ont rien à voir avec ce secteur. Il faut prioriser les expériences qui ont un rapport avec le secteur d'activité que vous visez en fait, le poste que vous visez. Ensuite, précisez pour chaque poste les tâches réalisées, les missions pertinentes et vos réalisations. Il faut mettre les tâches que vous avez exécutées. Certaines personnes mettent, par exemple, j'ai été médecin, mais non, ils ne mettent pas les tâches qu'ils ont effectuées, par exemple, durant leur expérience professionnelle. Ils mettent juste le titre du poste et ils s'arrêtent là. Il faut prendre le soin de détailler toutes les tâches que vous avez effectuées. Ensuite, les missions pertinentes, les missions qui sont toujours en rapport avec le poste que vous recherchez. Et pour finir, vos réalisations. Les réalisations, c'est quoi? Par exemple, je prends le cas d'un commercial. Un commercial, peut-être avant qu'il ne soit recruté, l'entreprise peut-être faisait 14 millions comme chiffre d'affaires. Mais peut-être depuis que le commercial a été recruté, le chiffre d'affaires est monté peut-être à 20 millions, 25 millions. Donc, ce que vous avez apporté, votre plus-value, c'est que vous avez apporté à l'entreprise quand vous avez été recruté. Donc, vous pouvez aussi mettre ça sur votre CV. Ça permet aussi au recruteur de voir que vraiment c'est une personne qui est battante, professionnelle, qui est engagée dans le travail. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Et pour finir, limiter son CV à 2 pages. C'est vrai que souvent, quand on a beaucoup d'expérience, on veut tout mettre. Mais on peut faire l'effort de limiter à 2 pages. C'est vraiment ce qui est recommandé. C'est juste l'organisation qu'il faut sur le CV. Certaines personnes mettent tellement de phrases, ils mettent de longues phrases sur le CV. Finalement, on se perd carrément sur le CV. Vous pouvez détailler votre CV, mais l'organisation, faire que vous pouvez vous retrouver seulement à 2 pages, même si vous avez 20 ans d'expérience. Donc, vraiment, c'est l'organisation qu'il faut. Donc, il faut tout faire pour limiter son CV à 2 pages. C'est plus facile aussi pour le recruteur qui a peut-être beaucoup de CV à lire quand il fait ses entretiens. Donc, il faut limiter votre CV à 2 pages. Merci. C'était tout pour les astuces aujourd'hui. Merci beaucoup, Sandrine. Nous avons appris beaucoup de choses dans ce j'espère. que vient de dire. J'espère que monsieur docteur Kouma, qui est en quête d'emploi aussi, a compris beaucoup de choses dans ce que Sandrine vient de dire. D'accord. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions Dr Konaté et d'avoir effectué les déplacements, d'avoir répondu à nos questions. On a compris beaucoup de choses. Il y a des questions qu'on s'est posées parce que votre secteur, ça intéresse tout le monde. Oui. Tout le monde peut tomber malade dans la vie, donc ça intéresse vraiment tout le monde. Donc, merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. J'ai beaucoup appris et surtout avec l'intervention de Madame Sandrine. Ok, super. D'accord. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que cette émission a été préparée et présentée par Malibara, votre site par excellence des recherches d'emploi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien. Mag Emploi.